Cette deuxième fiche méthode est largement aussi primordiale que la première, c'est donc montrer une inégalité. Pourquoi c'est primordial? Tout simplement parce que la plupart des exercices, une grande majorité des exercices de mathématiques demandent à montrer des égalités ou des inégalités. Donc avec ces deux premières fiches méthodes, on fait une grande proportion des exercices. Alors la première méthode, qui est la méthode de base, vraiment pour qu'on va faire en première intention aussi pour montrer une inégalité, c'est une méthode que vous avez vue au collège, c'est-à-dire qu'on étudie le signe de A moins B, de la différence. Donc on calcule A moins B, attention, il y a des étapes qu'il faut bien respecter, hein, c'est très méthodique. Donc on calcule A moins B, ensuite on factorise et on réduit au même dénominateur pour se ramener à l'étude du signe d'un produit ou l'étude du signe d'un quotient. Et après, on va travailler avec les outils que l'on connaît. Mais on a deux cas bien particuliers au niveau de la classe de terminale. C'est si la variable est un réel x, qui est tout le temps le cas quasiment jusqu'à la classe de première, et si la variable est un entier, c'est différent. Donc si la variable est un réel x, tout le temps, on construit un tableau de signes qui permettra de conclure. Donc il faut penser toujours inégalité, tableau de signes quand on travaille dans R avec les intervalles de R. Par contre, si la variable est un entier, c'est-à-dire si on travaille avec les suites notamment, alors on ne fait pas de tableau de signes, d'accord, on ne fait pas de tableau de signes, on étudie séparément le signe de chacun des facteurs en utilisant toutes les règles que l'on connaît sur les inégalités ou en utilisant aussi le sens de variation des fonctions de référence qui pourraient être utiles. Et on utilise la règle des signes pour conclure. Donc là, il y a un tableau de signes ici, d'accord, toujours quand on a un réel x. Et là, par contre, on étudie séparément, sans faire de tableau. On étudie séparément le signe de chacun des facteurs, sans faire de tableau. Ça, c'est donc la première méthode que vous allez rencontrer le plus souvent, et c'est celle qu'on fait sans réfléchir, c'est-à-dire qu'on commence au tout début par celle-là. Toutefois, elle n'est pas performante partout. La méthode 2 est quelque chose d'utile, c'est un petit peu comme la méthode 2 des égalités, on part d'une inégalité existante, alors faites attention, l'inégalité existante, elle soit donnée dans l'énoncé, soit on l'a démontrée dans une question précédente. Encore une fois, il faut faire attention, à partir de la première et de la terminale, il y a une logique dans les exercices, et quand on a fait une question 2, alors on a fait une question 1 auparavant, et donc pour faire la question 2, des fois il faut utiliser la question 1. On la modifie, cette inégalité existante, grâce aux règles sur les inégalités, et surtout en utilisant le sens de variation des fonctions de référence, ou bien le sens de variation d'une fonction qui a été étudiée plus tôt dans l'exercice. Enfin, la dernière méthode pour montrer une inégalité, c'est que si on doit montrer une inégalité pour tout entier n, alors, pareil que pour les égalités, on peut éventuellement envisager une démonstration par récurrence. Je dis on peut envisager, ce n'est pas systématique, bien entendu. Alors, un certain nombre de remarques qui ont également leur importance. Donc, la première méthode, c'est la méthode vraiment de base, qui va être prioritaire sur toutes les autres, sauf dans un cas. D'accord? Elle n'est pas prioritaire lorsqu'on est dans une démonstration par récurrence. Dans une démonstration par récurrence, c'est la deuxième qui devient prioritaire. Pourquoi? Parce que quand on est à l'étape d'hérédité, on a déjà une inégalité qui existe, c'est celle qu'on a posée dans l'hypothèse de récurrence. Quand on a dit, on suppose la propriété vraie à un rang n donné, et donc on a notre inégalité qu'on a là, et la plupart du temps, ce n'est pas valable non plus systématiquement, on partira de cette hypothèse de récurrence que l'on modifiera avec les règles sur les inégalités et les sens de variation des fonctions pour parvenir à l'inégalité cherchée dans l'étape d'hérédité. Ça, c'est très important. Donc, en général, la méthode 1, et dans une démonstration par récurrence, on privilégie la méthode 2, donc ça sera en première intention. Attention, de la même façon que dans la première fiche méthode, attention à ne pas écrire la conclusion avant la dernière ligne de votre démonstration. Si la conclusion arrive avant, alors on ne lit pas la suite. Enfin, je répète parce que c'est important aussi, donc là il y a deux attentions, donc le premier ici, et le deuxième, c'est pas de tableau de signes quand on travaille avec n qui est un entier. Faites très attention, ce n'est pas compatible. Un tableau de signes, c'est valable quand on est sur des intervalles, et des intervalles de R. Donc quand on travaille avec un entier, ça ne peut pas fonctionner. Maintenant, les domaines dans lesquels on utilise ces méthodes, alors parce que c'est un petit peu plus largement utilisé que
la première fiche, c'est-à-dire que les égalités. Donc la méthode 1, elle est très largement utilisée pour étudier la position relative de deux courbes. C'est même la seule méthode, la méthode fondamentale pour étudier la position relative de deux courbes. C'est utilisé aussi pour la majoration et la minoration de fonctions, de suites, des encadrements, etc. Voilà, ça c'est si on peut travailler avec les x aussi. Pour l'étude des variations d'une suite aussi, c'est utilisé, etc. Dans tout un tas d'autres domaines où on fera l'étude du signe de la différence. Généralement, c'est partout où on doit comparer deux expressions. Et enfin, la méthode 3, c'est-à-dire la récurrence, la démonstration par récurrence, elle est souvent utilisée pour majorer ou minorer une suite. Attention, une suite définie par récurrence. Si la suite est définie par son terme général, normalement, on n'a pas à faire une démonstration par récurrence. Mais si la suite est définie par récurrence et qu'on vous donne d'emblée la question, on vous pose la question d'emblée de majorer ou de minorer la suite, alors il faudra penser à la démonstration par récurrence qui va devenir même presque prioritaire sur les deux autres. Elle va être utilisée aussi pour les variations d'une suite définie par récurrence, donc qui sera définie par récurrence sous la forme un plus 1 égale f de un. Attention, je rappelle qu'ici on est dans une formule de récurrence, donc la fonction f n'est absolument pas la fonction associée à la suite. Et dans le cas spécifique où la fonction f est une fonction croissante. Attention, ça marche uniquement si la fonction est croissante. Si la fonction est décroissante, ça ne nous donnera pas, la démonstration par récurrence ne sera pas valide. Donc voilà un petit peu ces différentes utilisations de ces méthodes. Alors nous allons voir maintenant deux exemples d'utilisation de cette méthode pour montrer une inégalité. Le premier exemple, montrer que x au carré est inférieur à x pour tout x de l'intervalle 0,1. Ça pourrait être aussi étudier la position relative de la courbe, la parabole de la fonction carrée avec la droite d'équation y égale x. Enfin, il y a plusieurs façons de formuler cette question-là. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ici, on prend la méthode 1, on étudie le signe de x au carré moins x. Donc, qu'est-ce que je fais? Je calcule x au carré moins x. Alors là, il n'y a pas grand-chose à calculer. Je le mets sous une forme factorisée et réduite au même dénominateur. Ici, c'est facile. On a donc x facteur de x moins 1. Et maintenant, je peux faire mon tableau de signes pour arriver à conclure. Donc, là, j'ai les valeurs de x. Je vais avoir les valeurs les signes de x, le signe de x plus 1 et le signe de x au carré moins x ici. Alors j'ai pris volontairement un exemple très simple, bien sûr ici x au carré moins x, si on étudie le signe on pourrait utiliser delta, voilà. Donc ici j'ai x de nouveau, j'ai le signe de x moins 1 et j'ai x facteur de x moins 1 ici. Alors attention, on me dit qu'on est sur l'intervalle 0,1, donc sur l'intervalle 0,1 je respecte mon intervalle ici tout le temps, donc x vaut 0, c'est positif ici, pour x moins 1 ça vaut 0 à cet endroit-là. Je rappelle que x moins 1 est une fonction croissante, on a donc négatif ici, et si je fais x facteur de x moins 1, moins, donc conclusion, c'est vrai, c'est-à-dire que si on a bien x qui appartient à l'intervalle 0,1, on a conclusion. Si x appartient à l'intervalle 0,1, je peux dire que x au carré moins x est négatif ou nul, ce qui est équivalent à dire que x au carré est inférieur ou égal à x. Donc voilà un petit peu cette chose-là. On calcule, on factorise et on réduit au même dénominateur, on fait le tableau de signes et on conclut. Voilà pour ce premier exemple. Le deuxième exemple, qui va être tout aussi rapide aussi, avec la fonction exponentielle, donc je veux montrer que si x appartient à l'intervalle moins 2, 3, alors 3 exponentielle de x plus 1 appartient à l'intervalle 1, 65. Alors là, ici, je vais avoir à montrer, c'est dans un intervalle, j'ai donc pas une inégalité à montrer, mais j'en ai deux. Et donc, on va partir, je vais utiliser la méthode 2. Donc, je vais traduire de l'énoncé. C'est-à-dire, si vous voulez l'architecture de la démonstration, puisque c'est exactement la même chose ici, donc architecture de la rédaction, on part donc ici de x appartient à l'intervalle moins 2, 3, et on doit arriver à la fin, on doit arriver à x
à f de x, c'est-à-dire 3 exponentielles de x plus 1, qui doit appartenir à l'intervalle 1,65. Voilà, on doit arriver à cette chose-là. Alors, on y va, on fait les étapes intermédiaires. Ça, c'est équivalent. Alors, on ne peut pas trop travailler avec les intervalles. On revient donc aux inégalités. Ça nous fait x qui est donc compris entre moins 2 et 3. Ensuite, c'est équivalent et on va faire donc étape par étape, on va passer de x à 3 exponentielles de x plus 1. Donc déjà, il faut faire l'exponentielle. Alors ça nous fait donc l'exponentielle de x ici, exponentielle de 3 et là, exponentielle de moins 2. Alors ici, on utilise, pour passer de cette ligne-là à cette ligne-là, on utilise le sens de variation de la fonction exponentielle. Donc car la fonction exponentielle, on va justifier ici, la fonction exponentielle est strictement croissante, sur quel intervalle? Attention, la fonction exponentielle, on l'applique sur cette ligne-là. Donc on est bien sur l'intervalle moins 2, 3. Donc on est sur l'intervalle moins 2, 3. Attention, c'est assez technique et il ne faut pas faire d'erreur ici. Donc j'applique sur une inégalité, j'applique une fonction et j'utilise le sens de variation de la fonction pour savoir si je conserve ou si j'inverse les inégalités. Je rappelle qu'une fonction croissante conserve l'ordre et une fonction décroissante va inverser l'ordre. Donc on arrive à cette chose-là. Là, après, eh bien, je vais faire quoi? Il me suffit de multiplier par 3. Ça nous fait donc 3 exponentielle de moins 2 est inférieur ou égal à 3 exponentielle de x est inférieur à 3 exponentielle de 3. Ici, il n'y a pas à justifier parce que c'est les règles sur les inégalités. Quand on multiplie une inégalité par chaque membre d'une inégalité par un nombre positif, ça ne change strictement rien. Et il nous reste à ici ajouter 1. Donc c'est équivalent à dire que 3 exponentielles de moins 2 plus 1 est inférieur ou égal à 3 exponentielles de x plus 1 est inférieur ou égal à 3 exponentielles de 3. Ici, on va trouver, on a donc notre encadrement. Je regarde, j'ai donc ici 3 exponentielles, je l'écris à côté, 3 exponentielles de moins 2 plus 1 qui est environ égal à 1,4. Et j'ai 3 exponentielles de 3 plus 1 qui est environ égal à 61. Et donc, qu'est-ce que je vais dire? Là, ici, je ne vais plus avoir d'équivalent, puisque je vais avoir mon 3 exponentielle de x plus 1 ici, et ici, donc je vais dire que c'est compris entre 1,4 et 6,1, et 61, pardon, mais c'est pas ce qu'on demande, on demande entre 1 et 65. Alors, quand on a quelque chose qui est compris dans un intervalle, alors il est compris dans un intervalle plus grand. Par contre, s'il est compris dans cet intervalle-là, il n'est pas nécessairement compris dans un intervalle plus petit. On peut toujours prendre un intervalle plus grand, mais on ne peut pas prendre un intervalle plus petit. Donc ici, ça implique que c'est compris entre 1 et 65. Et donc ça, c'est équivalent à dire que 3 exponentielles de x plus 1 appartient à l'intervalle 1,65. Attention, ici, on n'a plus qu'une implication, on n'a plus une équivalence, c'est-à-dire de là, toutes les lignes auparavant, on peut très bien aller dans les deux sens, monter, remonter, descendre, etc. Ici, on peut aussi, parce que la fonction est strictement croissante, si elle était que croissante, on n'aurait pas une équivalence. Et bien sûr, arrivé à cet endroit-là, on ne peut pas remonter. Pourquoi? Parce que si je prends cette égalité, eh bien, je pourrais avoir 3 exponentielles de x plus 1 qui pourrait être égal à 64, par exemple. Et à ce moment-là, on ne reviendrait pas, puisque on ne serait plus dans le même intervalle. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut faire cette chose-là. Et on n'oublie pas de conclure. Conclusion. Toujours pour répondre à la question. Donc, si x appartient à l'intervalle moins de 3, alors 3 exponentielles de x plus 1 appartient à l'intervalle 1,65. Attention, hein, c'est pareil, on vous demande de montrer ici dans l'exercice 2, on vous demande de montrer un si alors. Si alors, ça veut dire qu'on ne va pas nécessairement raisonner par équivalence. Alors on raisonne par équivalence du temps qu'on peut, et puis arrivé à un certain moment, on ne peut plus. Ça casse l'équivalence, et c'est pour ça qu'on a montré qu'un si alors.